Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de La Santé en question. Votre rendez-vous bimensuel avec la santé et la politique. Alors aujourd'hui, un invité et deux sujets. Notre invité est le docteur François Arnault, le président récemment élu à la tête du Conseil national de l'Ordre de médecins, ORL à Châtellerault pendant 35 ans et ancien maire d'Availle en Châtellerault, dans la Vienne. Premier sujet, du moins un de vos premiers souhaits dans nos enquêtes, parce qu'il gâche l'exercice de vos professions, la violence. L'ordre est-il au premier rang pour prendre des mesures pour vous protéger ou du moins les susciter? Mais nous allons aussi profiter de la présence du président pour essayer de comprendre quel est son rôle réel, quel est le rôle réel de l'ordre, et si l'on en croit vos questions ou commentaires, souvent très critiqués. Ce sera le deuxième sujet. À mes côtés, pour animer cette émission, le docteur Jean-Paul Ortiz. Bonjour, bonjour messieurs. Jean-Paul, heureux de ce nouveau métier d'animateur? Je trouve ça extrêmement intéressant, c'est passionnant, ça me permet d'avoir un regard un peu différent. C'est quelquefois un peu difficile pour moi parce que d'habitude, je répondais à des questions. Oui, vous donnez votre opinion alors qu'aujourd'hui, vous Absolument. allez Maintenant, Jean-François, vous me dites, non, il faut être très court et vous n'êtes pas l'invité. C'est le docteur Arnault. Eh bien justement, vous avez dépassé ce qui était autorisé. On va aller directement parler à notre invité, docteur Arnault. Bonjour. L'Ordre des médecins a révélé des chiffres alarmants. En 2022, pas moins de 1244 incidents de violence, un nombre jamais atteint au cours des 20 dernières années. Pour vous donner une comparaison, seulement 638 accidents avaient été enregistrés en 2003. C'est devenu une vraie préoccupation pour le Conseil de l'Ordre? C'est une vraie préoccupation. Nous sommes bien sûr pas passifs devant ce fléau qu'est la violence contre les professions de santé, parce que je vais élargir ce propos aux autres professions de santé. Bien sûr, c'est une émission pour toutes les professions de santé. Et qui sont souvent en première ligne, même avant les médecins, pour subir cette violence. Alors, je suis d'accord avec le chiffre que vous donnez, puisque c'est nous qui l'avons fourni. Ce qu'il faut voir, c'est la pente qui est de 12% d'augmentation entre 2021 et 2022, ce qui est considérable. Oui, si les honoraires avaient augmenté de la même façon, les médecins seraient plus heureux, oui. Oui, il y aurait plus de médecins, sûrement. Oui. Parce que... Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Un autre débat. On l'aura peut-être avec mon confrère et on pourra l'aborder. Donc, ce fléau... l'ordre l'a complètement pris à sa juste mesure. L'ordre est là pour assister, pour accompagner le médecin dans l'exercice de sa profession. Donc il ne peut pas se désintéresser de ce problème. Et nous cherchons les moyens de protéger, d'assister, de protéger d'abord, et d'assister quand ils subissent des violences. Nous essayons d'être présents auprès d'eux. Alors il y a plusieurs dispositifs. C'est ce qu'on va voir. Hein. On va le détailler. On va le détailler, bien évidemment. Jean-Paul. Oui, une première question. Si cette violence touche bien sûr le milieu hospitalier, oui. Elle touche aussi l'exercice en ville et les cabinets libéraux. Oui. Elle touche non seulement les médecins, mais vous l'avez dit, Monsieur le Président, elle touche aussi les autres professionnels de santé, les infirmiers, infirmières libérales, les kinésithérapeutes, etc. Vous collaborez avec les autres ordres sur ces thématiques-là? Sur toutes les thématiques, nous collaborons avec les autres ordres. Il y a une démarche commune pour protéger les professionnels? L'organe, le lieu de rencontre des ordres, ça s'appelle le CLIO. Le CLIO Santé, qui se réunit régulièrement. Sauf que nous venons de traverser une période difficile pour des raisons politiques qui fait que le CLIO ne s'est pas réuni pendant quelques mois. Mais j'ai le plaisir d'annoncer que, après l'initiative de la présidente de l'Ordre des sages-femmes, nous réunissons de nouveau le 10 octobre. Parce que c'est indispensable. Et c'est des thèmes qui ne peuvent pas être traités individuellement par une profession. La force, c'est justement la cohérence entre tous les ordres. C'est la force des professions de santé autour des patients. Mais de la solidarité entre les professions est indispensable devant ce fléau. Alors vous savez, on reçoit, nous, médias, énormément de témoignages. On aurait pu en diffuser, mais il y en avait trop. Apparemment, il faut une certaine volonté aujourd'hui pour continuer de soigner dans ces conditions. Vous disiez qu'il n'y a pas assez de médecins, mais ça n'arrange pas le problème. Non, je pense que ça l'aggrave même. Ouais. Et les conséquences de ces violences, est-ce que ça n'altère pas la capacité et la sérénité qu'il faut pour prendre une décision médicale de qualité? Finalement, est-ce que ça n'impacte pas la qualité des soins? Si, ça impacte, ça met une pression supplémentaire sur l'obligation du médecin, d'abord de mettre des moyens, mais ça, il a l'obligation de les mettre, les moyens, mais aussi du résultat.
pour lequel c'est plus difficile de garantir un résultat sur l'évolution d'une maladie, vous le savez, vous, très bien. Ça lui met une pression supplémentaire qui lui enlève de la sérénité, c'est indiscutable. Alors il y a des exemples évidents, comme la prescription d'un arrêt de travail, comme la prescription de certains médicaments. Il est évident que le médecin n'est pas complètement insensible à la personnalité du patient qui est en face de lui. Les deux thèmes dont vous venez de parler, prescription d'arrêt de travail, prescription de certains médicaments, effectivement, en particulier dans les conduites addictives, sont probablement les deux thèmes les plus fréquents qui génèrent des violences. C'est ceux qu'on identifie le mieux. Après, il y a les délais de rendez-vous, qui sont aussi les délais d'attente dans la salle d'attente. Certaines personnes, du fait du stress, ou qui ont mis beaucoup de temps pour obtenir un rendez-vous. Parce que, en fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la démographie catastrophique du nombre de médecins qui fait que eux sont dans des situations difficiles parce qu'ils doivent répondre à une masse de demandes de soins. Ils n'ont pas le temps de prendre en charge chaque patient de façon satisfaisante. Et puis, les patients attendent. Alors, ils attendent d'abord pour avoir un rendez-vous, quelquefois plusieurs semaines, plusieurs mois, alors que ça, c'est un petit peu intolérable dans l'esprit. Et puis, dans la salle d'attente. Là, vous excusez quand même beaucoup les patients et vous excusez une certaine forme de violence. Il y a aussi que la période est aussi à la violence. Mais j'espère qu'avec ces propos, je viens en soutien des médecins pour dire que leur mais vous dites c'est parce difficile. Vous dites qu'il y a de la violence parce que les malades attendent les rendez-vous. Ça, c'est pas de la faute des malades s'ils attendent les rendez-vous. On est bien d'accord. Mais je les culpabilise pas. Les malades. Je donne une explication. Oui, mais justement. Mais est-ce que c'est normal? Pas de jugement dans ce que je dis. Oui, mais c'est-à-dire qu'on peut être surpris quand même que un malade qui a attendu beaucoup réagisse violemment, quoi. C'est un peu surprenant. Est-ce qu'il n'y a pas une perte de confiance justement des médecins maintenant vers leurs patients à cause de tout cela? J'espère que non. Non, j'espère que non. Je suis là pour dire qu'il ne faut pas. Ouais. Il faut que le médecin reste sur sa disponibilité vis-à-vis du patient. Ça, c'est indispensable. Si on rompt cette confiance, cet échange qu'il y a entre le malade et son médecin, là, la situation va devenir incontrôlable. Il faut, et c'est le rôle de l'ordre, d'être présent sur ces thèmes, de dire aux médecins, on vous accompagne, gardez votre disponibilité et votre compétitivité. Vous craignez une fuite en avant ? Parce que cette courbe de 12%, qu'est-ce que vous appelez une fuite 12% par an... De la violence ? Oui, je la crains. Vous la craignez, oui. Oui. Alors, à ce propos, quand on regarde les résultats de l'Observatoire de la sécurité des médecins, que l'Ordre porte au niveau national, on est surpris. On est surpris par la constatation que seuls 31% des médecins portent plainte et 8% font une main courante. Pourquoi est-ce que, lorsqu'on a un problème, avec en plus, à mon avis, une sous-déclaration déjà à l'Observatoire de la sécurité des médecins, de l'Ordre des médecins, lorsqu'on a ce type de problème, pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout de la démarche lorsqu'on est médecin? Est-ce que vous les accompagnez par rapport à ça? Nous les accompagnons, parce que la consigne, ce que dit l'Ordre aux médecins qui sont agressés, c'est porter plainte. Et pourquoi ils ne le font pas? Très peu le font. Déjà, notre première idée, et ce qu'on a fait dans la pratique, c'est de dire, signalez-le à votre conseil départemental. Sur le site de l'Ordre, il y a des fiches de signalement, vous le savez. Ces fiches de signalement sont colligées par les conseils départementaux de l'Ordre, dans chaque département, et sont adressées à l'Observatoire national. Et on est en dessous de ce qui se passe, largement en dessous, je suis complètement d'accord avec vous. Et pourtant, là, ce n'est pas une démarche administrative ni agressive, c'est simplement un signalement professionnel. Et ça, on a déjà du mal. Alors, je ne crois pas que ce soit parce que les médecins ont intégré qu'ils allaient se faire agresser quand ils travaillent. Je ne crois pas. Je crois que ça va au-delà de ce qu'ils imaginent dans la relation qu'ils doivent avoir avec les patients. D'abord parce que souvent, c'est des patients qu'ils connaissent ou qui vont recroiser. Et je pense que ça complique un petit peu. C'est pas comme quand vous avez quelqu'un qui vous agresse sur un parking, vous le connaissez pas, vous le reverrez pas. C'est pas un anonyme, c'est quelqu'un qui le connaît. Là, c'est quelqu'un qui a pris rendez-vous avec eux, qui a peut-être eu un problème personnel, psychologique, pour pas utiliser d'autres mots. Est-ce que c'est le rôle du médecin d'en rajouter une couche sur le désarroi de ce patient? C'est d'ailleurs la première cause, quand il y a des causes pourquoi il porte plainte, c'est peur des représailles du patient ou de ses proches. Ça, c'est la première chose. Voilà. Mais, continue, le médecin dans les causes en disant la croyance que la plainte ne sera pas suivie des faits.
Parce que vous dites ici, c'est pas spécifique aux médecins. Non, mais... Je pense que... Oui, mais l'ordre fait quoi en plus quand vous dites signal à l'ordre? Si un médecin est agressé et porte plainte, l'ordre a pour mission au niveau départemental, et ils le font pratiquement toujours, je ne veux pas dire toujours, parce qu'il y a peut-être des exceptions que je regrette, doit se porter partie civile auprès du médecin. Ça, c'est fait. Le médecin de Nice, qui s'est fait agresser, ce collègue qui faisait des gardes et qui a été tabassé, là, vous vous rappelez, au mois d'août. J'ai téléphoné tout de suite au président du CD pour lui dire « Est-ce que tu étais partie civile ?» Il me dit « Je l'ai fait ce matin. » Voilà. Et donc, l'ordre l'accompagne, le médecin. On a, vous savez, dans chaque conseil départemental, une cellule d'entraide, c'est-à-dire des élus ordinaux qui sont chargés de prendre contact avec les médecins en difficulté. Et celle-ci, ça, c'en est une. Et ils prennent contact et ils les accompagnent dans les démarches et auprès de la justice, puisqu'il y a un conseiller référent violence dans chaque conseil départemental qui est là pour accompagner le médecin dans sa souffrance, parce qu'il y a une souffrance, comme n'importe qui, et l'accompagner dans ses démarches administratives, judiciaires et psychologiques. On parle toujours de l'agressé, on ne parle pas de l'agresseur. Comment on peut protéger la confidentialité des patients tout en gérant les incidents de violence dans ce genre Ça passe par une plainte par le tribunal. Ouais. Voilà. Il n'y a rien de particulier. Le tribunal, il n'a pas de confidentialité. La nature de l'environnement professionnel du médecin, est-ce qu'elle influence la fréquence des violences et le type de violence? Alors quand je dis la nature, c'est bien sûr le quartier où on exerce, et ça on comprend bien qu'il y a des quartiers qui sont plus faciles que d'autres, mais aussi le fait d'exercer seul, ou d'exercer en groupe, d'avoir un secrétariat, etc. Est-ce que finalement, l'exercice médical ne doit pas évoluer en tenant compte de cet aspect? Alors ça, mon cher confrère, vous touchez à un point essentiel, mais pas que pour ces raisons de violence. Je pense que l'exercice médical solitaire ne doit plus être un modèle. Ça, c'est clair. Pour cette raison, en plus, il est évident que quand vous êtes dans une maison de santé pluridisciplinaire où vous avez votre collègue kiné, l'infirmier, le secrétariat, 2 ou 3 collègues médecins qui sont dans les bureaux à côté, vous vous faites moins agresser. En tout cas, vous êtes moins seul face à l'agression. Mais ça arrive quand même. Mais vous êtes moins seul. Il y a une solidarité. On ne va pas se retrouver dans ces regroupements comme à l'hôpital où on a un agent de sécurité à la porte de l'hôpital, à la porte des urgences? Je ne peux pas vous dire que non. Ouais. Je peux pas vous dire ça que pose non. quand même des problèmes de confidentialité. Mais ça pose des problèmes de confidentialité, oui, indiscutablement. Il faut tout faire pour ne pas en arriver là. Mais il ne faut pas qu'on parle du problème de l'agression vis-à-vis des médecins isolément des problèmes de la société. Bien sûr. Bon, je pense que tout ce qu'on dit là pour les médecins, c'est valable pour n'importe quel prestataire de service. C'est une violence qui... Alors, on en a vu plusieurs exemples dans les derniers mois, bien sûr, une violence générale, on est tous un petit peu incrédules devant cette violence. J'ai autant de difficultés pour l'expliquer dans un cabinet de médecine que dans la rue avec ce qui s'est passé au mois de juin, quoi. C'est une évolution inquiétante et les médecins sont exposés, mais pas que les médecins, les pharmaciens. Bien sûr, les infirmières et les pharmaciens, c'est extrêmement violent parce que l'accès à la pharmacie est libre, c'est pas sur rendez-vous. Et ma collègue de l'ordre des pharmaciens a passé, notamment au moment des émeutes dernières, ça a été très difficile pour eux. J'aime pas parler de moi, mais vous avez tellement raison sur la solitude de la profession de médecin. Je vais vous faire un aveu. Je suis devenu journaliste parce que je trouvais que c'était un métier d'une effroyable solitude. Exercer la médecine, en général, on était seul. Et c'est vrai que là, la violence n'a pas arrangé ça. Alors, il y a autre chose qui ne va pas arranger votre cas de président, parce que vos prédécesseurs n'ont pas vraiment à gérer ça, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que la violence, parce que la violence, il y a effectivement violence physique, mais violence verbale, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous comptez vous pencher, vous, l'ordre, sur tous ces messages qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les médecins? Aujourd'hui, vous voyez un nom de médecin, il y a évidemment aujourd'hui plein de choses pas très gentilles sur ce qu'il est, comment il fait, cela. Vous êtes concerné par ça? Tout à fait. Et on est concerné sous l'angle de l'accompagnement du médecin. Et le médecin ne doit pas tolérer d'être diffamé sur les réseaux sociaux. Difficile. Ah ben c'est difficile, j'ai pas dit que c'était facile. Parce que lorsqu'un avis, en particulier sur Google, est mis par un patient... Pas l'enlever.
On ne peut pas l'enlever. Non. On peut pas l'enlever. Alors, on peut. C'est très compliqué d'aller contester. Non, on ne le fait pas. La seule solution, par les conseils de sociétés spécialisées, c'est de mettre plus d'avis positifs que. Oui, voilà. Mais ça marche pas. Mais c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une profession? Il y en a qui s'organisent. La vôtre, par exemple. Oui, mais est-ce que vous avez le moyen, vous, d'empêcher les réseaux sociaux de vous défoncer? La réponse est non. En revanche, rien n'interdit au président de l'ordre de prendre rendez-vous avec le président de Google pour... Non, mais je vous jure, alors, il y a peu de gens qui le font. Je ne suis pas opportuniste dans mes réponses, jamais. Mais j'ai rendez-vous dans 15 jours avec l'ensemble des présidents de réseaux sociaux à Paris. Eh bien voilà une vraie réponse. Voilà une belle nouvelle. Et je vous envoyer le compte-rendu pour vous montrer que c'est une réalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que si on résume en premier lieu, il faut comprendre... Est-ce que je peux compléter ma réponse? Oui, bien sûr. Pourquoi j'ai pris rendez-vous avec eux? Parce que je veux leur demander d'accepter que les réseaux sociaux véhiculent des techniques de soins illusoires et dangereuses pour la population. Ça, c'est le premier axe, vous avez raison. Voilà. Ça va après, pas être je vais leur parler d'autre chose. Voilà. Mais excusez-moi. Autant vous aurez sans doute une réponse positive sur les médecins qui sont agressés verbalement, où là, je crois que ces réseaux peuvent comprendre. Autant pour ce qui est de faire la promotion des pâtes à médecine, c'est un autre problème. Ça m'empêche pas de demander. Vous avez raison. Tout le débat qu'il y a eu dans les réseaux sociaux sur les antivax et la difficulté qu'on a eue pour contourner ces... Ouais. Mais c'est un autre sujet. Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Bien sûr. Pour revenir aux violences, donc si je résume, il faut comprendre, prévenir et protéger. C'est bien résumé. Et alors, justement, pour prévenir et gérer tout ça, quelle est la sensibilisation des professionnels de santé à ce problème? Parce que prévenir, ça voudrait dire aussi pouvoir éventuellement les former. Oui, voilà. On parle beaucoup du dialogue, de l'empathie. Comment l'ordre peut-il intervenir sur ces thématiques-là? L'ordre, d'abord, on fait des actions, mais c'est vrai qu'on a édité, l'Ordre des médecins, une affiche mise dans les salles d'attente, dans toutes les salles d'attente. Ayant consulté cette semaine, j'ai vu que cette affiche était présente, où on a clairement énoncé sur cette affiche les risques pénaux que encouraient les gens qui étaient agressés, soit le personnel, soit les médecins. Ça, je le dis parce qu'on l'a fait et que c'est normal de vous le restituer. Comment former les médecins? Je pense que nous, on peut avoir un discours pour leur dire « Gardez confiance dans votre profession et dans le rôle que vous jouez auprès de la population, dont votre rôle est essentiel. Il est central dans le bien-être de la population et dans la qualité des soins. Gardez confiance en vous. » Or, les médecins ont un petit peu tendance à perdre confiance dans ce que représente leur profession. Et nous, l'Ordre, on est là pour rappeler, et on a vu l'année dernière que ce rôle, on l'a joué, pour dire le médecin, il est central dans l'accès aux soins et on ne peut pas faire comme si on pouvait s'en passer. Donc il faut donner confiance aux médecins pour leur dire vous êtes indispensables. Alors, pour répondre aux agressions, une fois qu'elles sont là, je crois que votre idée de dire il faut les former, elle est excellente. Et j'envisage de demander à la conférence des doyens d'inclure un module dans la formation de 4e année, enfin d'internat, par exemple, parce qu'avant, ce n'est pas très utile, mais puisque maintenant, toutes les spécialités ont 4 années, même la médecine générale, je pense qu'il faut inclure une formation, une éducation à la gestion du stress et de l'agressivité des patients. Oui, ça va pas comme ça. Ça ne va pas jusqu'à les former à des techniques de défense. Mais ça peut se discuter. Oui, dans certaines URPS, ça a été organisé, d'ailleurs. Oui. Hein. Mais bon, les URPS sont très sensibilisés à ces problèmes. Là, on n'est pas seul sur le problème des violences. Tous les acteurs syndicaux et les URPS sont aussi présents que nous. Et moi, je souhaite travailler avec eux sur ces thèmes parce que il faut mettre tout le monde du même côté, quoi. Alors, il y a un autre grand mot qui est lâché, communication. Il y a un internaute qui nous dit « La communication entre les professionnels de santé et les patients est souvent citée comme une source potentielle de tension. Comment le Conseil de l'Ordre encourage-t-il l'enseignement des compétences en communication pour prévenir les malentendus et les situations conflictuelles? Comment peut-on être soutenu dans des situations difficiles ?» Je ne comprends pas trop la question, là. C'est apprendre à communiquer. Hein. Ben oui. Mais c'est vrai pour tout le monde.
Oui, mais là, communiquer, quand communiquer, mais ça veut dire quoi? Savoir ça veut dire, quoi pour répondre. un médecin, c'est quoi communiquer avec son patient? Ça veut dire, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire prendre conscience du rôle qu'on a auprès d'une personne qui vient voir un médecin parce qu'il est malade. Ça veut dire qu'il faut créer cette relation de confiance pour que le patient se sente en confiance et que le patient parle. Et il n'y a pas de patient qui n'a pas besoin de se confier à son médecin. La difficulté qu'on a en ce moment, c'est que les malades ne trouvent pas de médecin. C'est ça la grosse difficulté. Et que les médecins se trouvent dans une situation où ils sont obligés d'aller tellement vite, parce qu'ils refusent des malades, mais ceux qui en voient déjà beaucoup, qui n'ont pas le temps de créer ce climat de confiance qui leur permettrait de communiquer avec leurs malades. Et là, ça, c'est la conséquence directe du problème démographique qu'on a, qui est catastrophique. Ouais. Ça veut dire que vous plaidez pour plus de place dans le dialogue, plus d'empathie, plus de relations humaines, et probablement plus d'écoute de la part du médecin. Il faut du temps. Mais vous savez bien, mon cher confrère, ils veulent le faire. Ils ont refuser un patient parce qu'on est débordé, c'est jamais de gaieté de cœur. Non. Alors je voulais vous poser une autre question. Juste un mot. Je pense que ceux qui refusent et qui sont stigmatisés, c'est ceux justement qui se fixent des limites pour pouvoir prendre en charge correctement leurs patients. Il ne faut pas les stigmatiser. Ouais. Je ne les stigmatise absolument pas. Non, mais c'est vrai que prendre du temps pour les patients, ça oblige à en voir moins. C'est indispensable. Vous aviez une question. Une question au niveau d'éventuelles solutions organisationnelles. On a parlé tout à l'heure du regroupement et du travailler à plusieurs dans un lieu partagé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures qui doivent permettre, par l'impact de prévention qu'elles peuvent avoir, mais éventuellement qui doivent permettre de mieux réagir devant une situation de violence, que l'on pourrait développer dans les cabinets? Vous savez, comme dans les banques, vous avez des systèmes de vidéosurveillance, des boutons d'appel, etc., etc. Est-ce qu'il faudra en arriver jusqu'à là dans les cabinets médicaux? C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas où va s'arrêter cette violence. Pour moi, notre obligation, à nous, institutions et au pouvoir public, c'est de trouver la solution pour que tous les patients soient pris en charge correctement. Là, il faut qu'on trouve les solutions, mais vous savez très bien qu'on en préconise certaines. C'est la coopération interprofessionnelle, moi je dis centrée autour du médecin, mais parce que c'est mon rôle de dire que le médecin est central dans la prise en charge des patients, et c'est vrai. Mais il doit travailler avec les autres professions, c'est clair. On n'a pas d'autres solutions. Et puis même, je trouve que vis-à-vis, on sait très bien que les exemples qu'on a des maisons pluridisciplinaires où le patient est traité de cette façon, il est mieux pris en charge parce que certains professionnels, comme les infirmières de pratique avancée, les kinés, les infirmiers, toutes ces professions qui sont dans le cabinet de soins, développent une autre relation avec le patient, une autre écoute. Et c'est ça qui est indispensable. Mais il faut arriver à faire rentrer tous les malades dans ce modèle, dans ce module. Et ça, c'est difficile. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Je pensais aussi aux mesures techniques, comme des caméras de vidéosurveillance, et ça peut quand même poser des problèmes de confidentialité. Oui. C'est pour ça que j'y réponds pas spontanément, favorablement. Ça me pose un problème. Bien sûr. Je ne vois pas comment, d'un point de vue légal, on pourra mettre des caméras de surveillance. Moi, je crois que c'est pas possible. Alors, vous avez dit comprendre, prévenir, et maintenant protéger. Comment vous pouvez améliorer la prise en charge des soignants qui sont victimes de violences ? Ils sont souvent très déstabilisés lorsqu'ils ont été victimes d'actes de violence de la part de leurs patients. Et ils remettent en cause, y compris leur façon de travailler, leur engagement professionnel, ça participe au burn-out. Il faut vraiment faire quelque chose, là. Oui, ça participe au burn-out, tout à fait, à la déstabilisation du soignant. Chacun qui s'est fait agresser, même s'il n'est pas médecin, ressent la violence du traumatisme psychologique. Et le médecin est pareil, le soignant est pareil. Je pense que quand ils ne portent pas plainte, même ça participe à cette idée qu'ils ne veulent pas faire durer cette violence. Et si on porte plainte, on la fait durer, forcément. Donc comment les protéger ? Bien, nous, on met en place un dispositif qui n'a pas la prétention d'être parfait ni exhaustif, bien évidemment. C'est simplement, on envoie un message au médecin. Si vous êtes agressé, vous devez contacter votre ordre départemental. Ça, on le dit, on le redit, on l'écrit. C'est dans toutes nos communications internes.
Et c'est pour nous, l'ordre, la seule solution pour aller vers eux et qu'ils sachent, surtout, et ils le savent, que chaque conseil départemental sera à leur écoute s'ils sont agressés et les aidera. Ça, je le dis, mais je suis persuadé que dans la pratique, c'est ce qui se passe. Vous voyez le ministre de la Santé régulièrement, vous m'avez dit que vous voyez beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes au courant des initiatives gouvernementales et des choses qui se préparent justement pour lutter contre la violence ? C'est Madame Firmin Lebaudot, la ministre qui était votre invitée, que j'ai écoutée, qui est en charge de ce dossier, et elle y arrive d'ailleurs. Elle a organisé des réunions de fédération des ordres de toutes les professions de santé autour d'elle, autour des services du ministère, pour prendre en charge, notamment, elle a donné de l'écho à notre observatoire, elle s'est appuyée dessus pour prendre des mesures. Alors après... Qu'est-ce qu'elle prend comme mesure, là ? Elle va nous le dire. Oui, elle va nous le dire, c'est encore pas encore... Mais elle est très sensibilisée au problème. Je ne veux pas qu'on fasse toute l'émission sur la violence, je veux aussi qu'on parle de l'ordre, donc on va terminer par deux choses. La première, c'est que vous êtes conscient que vous avez des héros fatigués et parfois traumatisés après le Covid et que votre population a un peu changé. Les médecins ont passé un sale moment quand même. Oui. Et alors, oui, et c'était des héros, et des héros à qui on donne des coups. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Ça fait partie des violences que subissent les médecins. Ouais. La violence que subissent les médecins, elle est là aussi. C'est l'impression, après avoir été applaudi tous les soirs à 20h, avec les autres professionnels de santé, bien sûr, que maintenant, finalement, tout est de leur faute. Il y a trop d'arrêts de travail, ce sont eux les fautifs. Là, j'ai été obligé de réagir, j'ai fait un communiqué de presse sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être un peu les boucs émissaires, et l'ordre des médecins se sent bouc émissaire d'un certain nombre de dysfonctionnements de la santé. J'ai une écoute, je l'avais avec M. Braun quand il était ministre, j'ai toujours eu une écoute avec lui, je l'ai avec M. Rousseau, avec Mme Firmin Lebaudot, mais je comprends que pour eux les solutions soient difficiles aussi à trouver. Ouais. Ce que je demande au pouvoir public et au gouvernement, c'est d'avoir de la considération et de prendre des précautions vis-à-vis des professionnels de santé, et en particulier des médecins. On vient de traverser une période difficile où les médecins avaient contre eux certaines mesures gouvernementales, les autres professionnels de santé qui nous ont agressés de façon pas responsable, dans la mesure où on était finalement ceux qui bloquaient l'évolution de la santé en France en bloquant les transferts de compétences. Non, on ne veut pas bloquer les transferts de compétences. On y est favorable à l'évolution des compétences de toutes les professions de santé. Ça a bloqué quand même un certain temps. Quand même. Et ça bloque toujours à partir du moment où on ne met pas le médecin central au niveau de l'équipe de soins. Ça, c'est pas pour nous, parce que les médecins, ils ont plus de travail qu'ils peuvent en faire, c'est pour le patient. Deux cas particuliers pour finir rapidement. La première, c'est un internaute qui dit que les professionnels de santé issus de minorités peuvent être exposés à des formes spécifiques de violence liées à la discrimination. Vous en dites quoi ? Dans le monde médical, si j'ai connaissance d'une discrimination de ce type... Vous cognez ? J'ai à ma disposition un certain nombre d'outils. Vous avez des outils qui sont... Disciplinaires. Disciplinaires, ok. Oui, et pénaux, puisque j'ai l'article 40 qui me permet également d'avoir une action pénale contre un médecin qui aurait des propos racistes ou discriminants. D'accord. Dernière chose, Jean-Paul. Enfin, la violence peut être perpétrée par des collègues de travail, et je pense en particulier au milieu hospitalier, on n'en a pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure. C'est vrai que ça représente à peu près un tiers de vos déclarations au Conseil de l'Ordre, probablement parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des agents de sécurité à l'entrée des hôpitaux. Mais revenons justement à cette violence à l'intérieur des structures organisées, les collègues de travail, etc. On parle beaucoup du harcèlement actuellement, comment on peut réagir et comment l'ordre peut-il avoir une action dans ce contexte-là ? Alors, la différence entre le monde hospitalier et le monde libéral, c'est l'employeur. Tous les médecins hospitaliers sont dans une structure qui est leur employeur, avec un directeur qui a la responsabilité morale de l'établissement. Donc on n'est pas en accès direct. Nous travaillons avec les hospitaliers sur la base d'informations, de plaintes, puisque nous recevons, c'est l'article qui concerne la médecine hospitalière, la médecine publique, qui existe maintenant, qui longtemps n'a pas existé,
puisque la déontologie des médecins hospitaliers n'est sous la dépendance de l'ordre que depuis, je crois, une quinzaine d'années. Avant, ils sont tous adhérents à l'ordre, les médecins hospitaliers. Ah oui, c'est obligatoire, oui. C'est obligatoire, et ils rentrent dans la juridiction ordinale sur le plan disciplinaire. Mais c'est pas depuis 20 ans ou 30 ans, c'est depuis 15 ans seulement. Ah oui. Voilà. Et avant, c'était les DAS, enfin ce qu'on appelait les DAS, qui avaient la responsabilité et le pouvoir de sanction et d'analyse. Et maintenant, on l'a et on l'utilise à bon escient, mais ça reste quand même sous le régime de... Il faut qu'on connaisse l'incident. Il nous reste 20 minutes pour faire la deuxième partie de cette émission. Alors, pas comme vous m'avez dit avant de débuter, vous n'allez pas faire le procès de l'ordre. Non, ce n'est pas le cas. Déjà, je voulais dire que vous avez été élu le 16 juin 2022 pour un mandat de 3 ans. Vous avez un programme qui est sur 3 axes: la défense de l'autonomie de la profession médicale, l'amélioration de la qualité des soins et, ça me semble une évidence, la promotion de la santé publique. Mais pour être parfaitement honnête, on a trié les critiques que nous ont envoyées nos internautes. Et c'est Jean-Paul qui va commencer. Alors, au hit parade des reproches, bien sûr, nos confrères, un certain nombre, pas tous, se plaignent de l'ordre comme étant une machine administrative, bureaucratique, complexe, excessive, et ceci entraîne une paperasserie inutile et donc des coûts, on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique ? Mais que la loi nous a donné une mission. On est un organisme de droit privé, l'ordre, mais nous assumons une mission de service public que nous confie l'État. Sur la déontologie, ça vous le savez, les compétences, ça c'est plus précis, et sur l'exercice professionnel, et puis après d'autres missions, mais qui sont moins évidentes. Celle qui est la première mission, c'est la compétence, les qualifications, qui la loi donne, en fonction de ces 2 critères, la mission à l'ordre, aux conseils départementaux précisément, d'inscrire le médecin au tableau, et ce n'est que quand il a son inscription qu'il est autorisé à exercer. Mais avant, il y a vérification des compétences, des qualifications. Il y a des médecins qui changent de département. L'ensemble de ces 3 sujets, ça représente 16 000 dossiers par an. C'est-à-dire qu'il y a 8 000 inscriptions nouvelles et il y a 8 000 transferts. C'est des transferts entre départements. Tout ça, ça doit être analysé au Conseil national. Au Conseil national, il y a 176 collaborateurs qui sont chargés de toutes les missions de l'ordre et en particulier de celle de le contrôle des compétences et de qualifications, dont nous avons la responsabilité. Quand un conseil départemental inscrit un médecin, il s'engage à responsabilité pour dire il est vraiment médecin. J'ai vu son diplôme délivré par la faculté de médecine où il a fait ses études. Ça paraît simple. Mais quand vous avez un médecin qui a 30 ou 40 ans, il faut revenir à la faculté d'origine et demander l'original de son diplôme. Voilà, c'est pour ça, c'est vrai que c'est une paperasserie, mais c'est aussi quelque chose qui est fait pour garantir à la population que les gens qui exercent la médecine sont qualifiés et compétents. Après, il y a tout un tas de... Je ne vais pas faire le détail, mais bon... Alors, on va continuer parce que... Ça a un coût, ça. Ouais. Ça a un coût. Oui, mais le coût, on y reviendra sur les cotisations. Évidemment, j'aurais préféré vous dire qu'on a reçu un courrier important disant l'ordre est formidable et tout ça. Ça n'a pas été le cas. Mais je ne suis pas naïf. J'ai fait un peu de politique. Alors mais c'est pas pour ça que tous ceux qui sont très très contents de l'ordre peuvent nous écrire aussi. Hein. Alors il y a un sujet. Bon, je l'ai mis en 2, mais vous allez dire que c'est pour moi, ça. Certains médecins estiment que l'ordre ne les représente pas adéquatement, en particulier avec les nouveaux spécialités du travail. Pourquoi je parle pour moi? Parce que ça fait 30 ans que je me bats pour qu'on reconnaisse la spécialité de médecin journaliste, qui n'est toujours pas reconnue par l'ordre. Je crois que vous serez l'homme qui va le faire. Mais donc cette représentativité qui doit évoluer avec l'évolution de la médecine, vous êtes conscient de cela? Je ne comprends pas le reproche. La représentativité, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui ne se sentent pas représentées par l'ordre. Alors, on en a... J'ai la chance d'être le président de l'ordre depuis 1 an. C'est pas si récent que ça, maintenant.
J'ai même l'impression que ça fait longtemps, moi. Et quand je suis élu à la tête d'un ordre paritaire, déjà, ce qui n'existait pas, là, je suis... Petite révolution. Ah ben c'est... Monsieur Ortiz, vous savez bien que c'est une vraie révolution. Mon conseil, le Conseil national est paritaire, le bureau est paritaire, et donc, si vous voulez... On peut encore avoir un président de l'ordre qui soit une femme, ça va peut-être arriver. C'est, à mon avis, très probable. Ah bon, d'accord. Oui, très probable. Donc, c'est pas une révolution, mais c'est une adéquation avec la société, et je suis heureux que l'ordre se soit mis en phase avec la société, et d'une profession qui est à parité aussi. Il y a autant de femmes que d'hommes. Justement, la parité, elle n'est pas en train de s'inverser, parce que quand on regarde les étudiants en médecine, un jour, ça va être une profession... La parité va protéger les hommes, va permettre qu'il y ait encore des hommes au Conseil de l'ordre. On parlait tout à l'heure du coût. Je peux dire un mot. Un petit mot quand même. Un petit mot, mais parce qu'il n'y a pas de discrimination possible dans notre représentativité. C'est pas possible. Mais c'est peut-être que ça vous intéresse pas. Si, ça m'intéresse, parce que je ne l'accepterai pas. D'accord. Ok, on verra, je vous raconterai la suite. Tout à l'heure des missions de l'ordre, et vous nous expliquiez avec moult détails combien c'était important et que vous faisiez beaucoup de choses. On en vient donc au problème des cotisations. Alors les cotisations, elles sont annuelles, elles sont obligatoires, elles n'arrêtent pas de monter d'ailleurs. Peut-être pas cette année. Si, 5 €. Tous les ans ça monte, régulièrement. Et ça commence à être lourd. Vous connaissez quelque chose qui baisse ou pas ? Et donc ça peut être considéré comme très élevé, en particulier par certains médecins, les jeunes générations qui s'installent, certains qui ont réduit une activité, etc. Franchement, l'ordre ne pourrait pas faire des efforts là-dessus. Je ne vais pas revenir au rapport de la Cour des comptes, mais quand même, les locaux, ils sont luxueux. Non, c'est pas vrai ça. Non, les locaux ne sont pas luxueux, ils sont fonctionnels. Ils sont fonctionnels, oui, très fonctionnels. Oui. Le rapport de la Cour des comptes, vous n'en avez lu qu'un, Monsieur Ortiz. Et je vais vous envoyer le deuxième, qui est paru au mois de juin, dans la publication du premier vice-président de la Cour des comptes, Monsieur Moscovici, qui a publié un rapport sur l'observance des recommandations qu'ils avaient fait 3 ans avant. J'ai vu ça. Et je pense que vous avez pu lire dans ce rapport de la Cour des comptes du mois de juin que, la réaction de saine gestion avait été vigoureuse, le mot est en gras et en gros, et qu'à 2 reprises, la Cour se réjouit que le Conseil national ait pris les mesures financières de correction des anomalies qui étaient réelles, par contre. Je ne le fuis pas à ça. Mais depuis que j'ai pris la gestion, depuis que je suis secrétaire général en 2019, avec Patrick Bouet, nous avons remis de l'ordre dans la maison. Voilà. Et la Cour des comptes est revenue, et j'encourage tout le monde à lire le rapport qu'elle a publié au mois de juin. Et tout n'est pas parfait. Ça ne m'avait pas échappé, mais on en a beaucoup moins parlé que le rapport initial. Ça, c'est souvent le problème. C'est pour ça que je suis assez d'accord pour faire entrer les journalistes dans l'ordre. Oui, parce que c'est souvent le problème. En tout cas, c'est une belle réponse d'un président qui ne se laisse pas forcément... Alors, il y a autre chose, mais comme je vous en ai parlé hors antenne, je sais que vous allez avoir la réponse. Vous êtes très critiqué sur votre attitude vis-à-vis du professeur Raoult, en disant « il était condamné, puis il n'y a rien eu derrière ». Et vous m'avez dit « que nenni ». Que nenni. Oui, alors ce que vous m'avez dit est faux, j'ai dit. Oui, c'est ce que c'est pour ça que je leur dis pareil. C'est bien. Ouais. Et moi, je redis la même chose, c'est faux. Le professeur Raoult a été condamné par la Chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, je crois, à une sanction qui nous avons estimée, nous, insuffisante. Et l'Ordre national a fait appel à minima, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait appel pour qu'on supprime cette sanction, il a fait appel pour qu'on en mette une plus forte. Parce que nous avons estimé que cette sanction n'était pas... le quantum n'était pas adapté aux fautes qui étaient décrites dans les attendus du jugement. Donc, nous demandons une révision de ce jugement à la Chambre disciplinaire nationale d'appel pour que cette sanction soit alourdie. Clair. Dans ce domaine-là, beaucoup de confrères, mais aussi dans la population générale, ont l'impression que ça se passe entre copains, qu'il y a des opacités par rapport à l'attitude disciplinaire de l'ordre qui ne fait pas l'ensemble du travail que la profession devrait mener pour être beaucoup plus en adéquation à l'intérieur de notre profession. Autrement dit, on a l'impression que l'ordre n'en fait pas assez
tout en étant critiqué comme étant très complexe et très opaque. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Je réponds que je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, mais que nous faisons tout pour que ça change. Et que la politique actuelle, depuis plusieurs mandats, ça a commencé bien avant moi, notamment sous Patrick Bouet, et que l'ordre doit ne rien laisser sans transparence. Aucun dossier ne doit être mis dans un tiroir. Et nous faisons actuellement une enquête auprès des conseils départementaux pour ressortir toutes les affaires. Nous allons publier la semaine prochaine un rapport sur les dossiers de ce type et que la méthode que nous avons mise en place pour ressortir tous ces dossiers. Et nous portons plainte chaque fois que nous avons connaissance d'une déviance d'un médecin, nous portons plainte systématiquement. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui nous en veulent, vous savez, mais cherchez aussi de ce côté-là. Oui. C'est inadmissible qu'un dossier puisse ne pas connaître le même trajet disciplinaire sous prétexte que la personne concernée soit médecin. Ce n'est pas tolérable et je n'accepte pas ça. Et l'équipe qui est au Conseil national et les présidents de département n'acceptent pas ça. Voilà. Donc c'est clair, nous faisons la chasse à tous ces dossiers qui doivent sortir et pour lesquels les médecins qui ont des déviances doivent être sanctionnés. Qu'est-ce que vous avez comme moyen d'autocontrôle, justement, qui contrôle l'ordre? Bon, il y a les élections. La Cour des comptes. Mais c'est la Cour des comptes, oui. Mais à l'intérieur, vous n'avez pas de contrôle à l'intérieur de l'ordre, comme il y a la police des polices. La tutelle des conseils départementaux, parce qu'en fait, il y a 103 personnalités morales, hein, c'est 103 départements qui ont l'autonomie de gestion, d'appréciation, de jugement. C'est eux qui décident s'ils portent plainte ou pas. Donc ça, c'est des personnalités morales, c'est la loi, elle est comme ça. Et une autorité de tutelle, c'est le Conseil national. Et notre rôle, c'est quand même de vérifier que tous ces conseils départementaux font les choses selon le code de déontologie et de la santé publique. Est-ce que dans vos élections, la politique transparaît? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des courants politiques dans l'ordre? Comment ça se passe pour faire acte de candidat? De la politique, si vous parlez de la politique nationale... Politicienne, non. Politicienne, non. Je pense que tout le monde connaissait la personnalité de Patrick Bouet. Tout le monde sait que j'étais un maire centriste. Lui n'est pas du centre. Donc ça, je crois que... C'est pas une tradition centriste d'être président de l'ordre, quoi. Non, je crois pas, non. Je crois pas que Patrick puisse être considéré comme étant centriste. Je crois pas. Non, je crois que ça n'a rien à voir. Par contre, il y a des équilibres qui se font certainement au niveau départemental entre des représentations syndicales. Oui, ça, c'est sûr qu'il y a des listes plus ou moins soutenues ou pas, mais c'est normal, c'est la vie démocratique, parce que le résultat de l'élection, c'est des votes qui ont mis une équipe en place, hein, c'est démocratique. C'est d'ailleurs un vote individuel, c'est pas un vote sur liste, hein, contrairement aux URPS. Non, je crois que c'est important. Je suis d'accord, mais il arrive qu'il y ait certains candidats qui soient soutenus, mais ça c'est normal, c'est la vie démocratique. Oui, et puis il n'y a pas d'opposition entre le monde syndical et le monde ordinal, on représente les mêmes personnes. Et il ne doit pas y avoir d'opposition. Pourtant, vous demandez à ce que les leaders syndicaux ne soient pas en même temps président ou secrétaire général de l'ordre. Oui, ça, je pense que c'est un principe démocratique. C'est-à-dire que quand on a des responsabilités... Le syndicaliste ne peut pas être élu ? Ah si, il peut être élu, mais il ne peut pas être président d'un conseil départemental et président d'un syndicat en même temps. On n'est pas les seuls à faire ça, d'ailleurs, et je pense que ça, c'est un problème d'éthique, du conflit d'intérêts. Ça, je ne peux pas répondre à la place de l'ancien président de la CFMF. J'ai été vice-président de mon conseil départemental à l'époque, et j'ai bien sûr abandonné ce poste lorsque j'ai pris des responsabilités syndicales importantes. Et ça ne vous a pas choqué ? Non, mais je pense qu'effectivement, les missions sont différentes. Alors, des médecins syndicalistes sont membres des conseils départementaux, bien évidemment. Je souhaite, moi, à titre personnel, que les représentants syndicaux siègent au Conseil de l'Ordre. Ce qui serait c'est très important, c'est très enrichissant les deux sens. Dans les deux sens. J'y suis extrêmement favorable, pour être clair.
Une peut-être dernière critique sur le côté conservateur de l'ordre. Tout à fait. Alors certains médecins, justement, critiquent et considèrent que l'ordre est très conservateur et n'adopte pas suffisamment de nouvelles pratiques médicales, ne tient pas suffisamment compte de l'évolution de la médecine, je pense en particulier au numérique, etc. Je crois que l'opacité dont on parlait à l'instant participe beaucoup à cette image d'un ordre trop conservateur. Comment vous voyez les choses pour l'avenir, en particulier avec l'irruption de nouvelles façons d'aborder la relation médecin-malade, en particulier avec le numérique, la téléconsultation et les outils connectés? Alors, on a fait des rapports, vous avez vu, les rapports, tout le monde ne les lit pas, c'est normal. Simplement, la télémédecine est tout à fait intégrée par la politique ordinale. Simplement, on a dit que la télémédecine devait obéir à la déontologie aussi. Et qu'on estime que la télémédecine est un complément de l'exercice médical, de l'examen du patient par le médecin, et que c'est un outil formidable pour le médecin qui veut soigner ses patients à distance. Il les connaît, il les a déjà examinés, il connaît le dossier, il peut les voir en télémédecine. On dit que ça ne doit pas dépasser 20%. Et ça, ce chiffre a été, je pense, repris par l'ensemble des acteurs. Mais il n'est pas question de s'opposer à la télémédecine. Bien évidemment, ça serait... Ce chiffre de 20%, il va exploser dans le temps. Hein. Oui, mais alors... Dans certaines spécialités, il pose problème. Je pense à la psychiatrie, par exemple. Oui, mais je pense qu'il faudra qu'il évolue. Oui. Maintenant, ce qu'on ne veut pas, nous, c'est qu'il évolue à travers des plateformes financières qui fabriquent des machines à consulter, avec des médecins qui voient jamais les patients, et c'est ce qui se passe. C'est ce qui est en train de se passer. Et comment vous pouvez réagir à ça, vous? Ah bien, on l'encadre avec la déontologie, parce qu'un médecin ne peut exercer dans une plateforme, en télémédecine ou en présentiel, que s'il a un contrat. Ça, c'est la loi. Et le contrat, il est validé par l'ordre. Ouais. Vous validez tous les contrats des médecins Oui, ça fait partie des frais importants. Et donc là, manifestement, il ne faut pas bloquer l'évolution. Ça, c'est une responsabilité qu'on doit. Il ne faut pas bloquer l'évolution de cette médecine, mais il faut l'encadrer. Et notre rôle, il est simplement de l'encadrer pour que le patient ne soit pas pris comme un outil commercial dans la gestion de son problème. Voilà. Mais ça rend service, la télémédecine. Et il ne faut pas la bloquer. Il faut l'encadrer. Mais est-ce que vous avez des spécialistes dans l'ordre? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus spécialement dédiés aux médecins de téléconsultation? Est-ce que vous êtes en train d'organiser l'ordre comme ça, ou c'est un espèce de grand... De grand bazar? Pas grand bazar, c'est pas le mot que je voulais dire, mais un grand fourre-tout où tous les médecins sont là. Un référent. Vous avez un responsable de la télémédecine, alors? Oui, il y a un responsable D'abord, on a un service de DSI, qu'on appelle comme ça, avec 46 personnes. Oui. Voilà, c'est beaucoup. On est dans la phase de dématérialisation de l'ordre, des dossiers. Et on a un délégué général au droit numérique, qui s'appelle le professeur Oustric, qui est quelqu'un d'assez connu, et qui s'occupe du numérique en santé. Voilà. Et qui est spécialiste, et qui ne chôme pas, parce qu'il a du boulot. Une de mes dernières questions va être de dire que certains prétendent que les professionnels de santé ne devraient pas s'attendre à la gratitude constante des patients comme autrefois. Comment répondez-vous à cette perspective et comment promouvoir le respect mutuel dans la relation médecin-patient quand on est... Moi, j'arrive pas à dire ça. J'arrive pas à dire qu'on ne peut pas avoir la gratitude de personne, que ce soit un patient ou autre chose. Je pense que notre société, elle peut pas... On sent bien qu'elle évolue comme ça, mais c'est regrettable. En tout cas, c'est encore plus regrettable quand il s'agit de la relation entre un médecin et un malade. Il faut tout faire pour que ça n'évolue pas comme ça. C'est mon ambition, peut-être un peu folle, mais j'ai l'ambition de garder dans la profession de médecin ce qui fait le plaisir qu'on a à la faire, à l'exercer, et ce qui fait que la richesse que ça apporte aux patients, parce qu'il y a encore beaucoup de patients qui sont contents de leur médecin et qui voient leur médecin pas avec plaisir, parce que c'est souvent pour des problèmes qui sont pas agréables, mais qui ont confiance et qui se disent « mon médecin me dira la vérité ». Messieurs, on va conclure. J'ai commencé par vous, Jean-Paul. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir un président bien droit dans ses bottes, parce qu'on n'y a pas dit que des choses agréables. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Moi, je retiens deux mots. Le premier, et ça revient un petit peu à ce que vous disiez à l'instant,
l'ordre des médecins doit rendre la fierté aux médecins d'exercer ce métier. Et je trouve que cette ambition que vous avez, elle peut être extrêmement salutaire pour notre profession qui souffre aujourd'hui. Le deuxième mot que j'ai retenu, c'est transparence. Oui. Et je crois que cette évolution, elle est fondamentale, parce que l'ordre est encore trop souvent considéré comme vieillot, conservateur, des vieux prostatiques. On a entendu ça pendant très longtemps. Donc aujourd'hui, on est un ordre paritaire. Je pense que c'est une grande richesse. Oui. Et que vous alliez vers un ordre beaucoup plus transparent, au maximum de ce qu'il peut faire. Je crois que c'est très positif pour l'avenir de notre profession. Président, vous voyez, ce n'est pas le procès de l'ordre, ça se termine même par une très jolie conclusion. Et la vôtre? La mienne, c'est que je suis heureux d'entendre ce que dit le président Ortiz. Oui, il n'est plus président. Si, moi j'appelle comme ça. Ah oui, mais je suis désolé, ici, il est président. Jean-Paul Ortiz, animateur. Animateur. Mais moi, je vais conclure en disant que je suis extrêmement fier d'être président du Conseil de l'Ordre, préoccupé parce que la période est difficile, mais que je me dis que ce que j'ai pris au début pour mettre un manque de chance, j'arrive dans une mauvaise période et tout, et bien maintenant, au bout d'un an, avec des partenariats de toutes sortes, les autres professionnels de santé, je me dis que j'ai la chance d'être là au moment où on peut peut-être faire évoluer les choses. En tout cas, je reprends un mot dans ce qu'a dit Jean-Paul Ortiz, c'est la transparence. Oui, ça, c'est un maître mot pour nous. Rajeunissement, transparence et adapter l'ordre à la médecine moderne sans oublier ses valeurs. Voilà. Merci, messieurs. Voilà une belle revue de travail, du travail de l'ordre. Je ne sais pas si vous avez convaincu les sceptiques, Monsieur le Président, mais merci de votre démarche d'éclaircissement. Et vous savez qu'on existe et que notre antenne est toujours ouverte pour discuter de tout ça. Quant à vous, continuez à nous envoyer vos commentaires. L'adresse lsq33@gmail.com. D'ailleurs, dans les articles qui accompagnent cette émission, je n'ai pas résisté à publier ce que j'ai titré « L'humour, une forme d'autodéfense contre les violences ». Vous verrez, vous nous avez envoyé des choses assez amusantes. On se retrouve dans 2 semaines pour une émission sur l'aspect politique de la bronchiolite. Épidémie passée, épidémie à venir. Vous verrez, il y a énormément de choses à venir parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. En attendant, portez-vous bien.